Ça, c'est le 10e exercice concernant les circuits à transformateurs. On va terminer celui-là et on abordera les transformateurs de distribution du réseau public. Très haute tension, 300 000 volts, 500 000 volts. Et les transformateurs qui se situent en amont ou en aval. Tout ça, on verra juste après ça. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui là. Lorsque d'habitude on a un transformateur où le primaire est raccordé à une source, d'accord, ça c'est une source, c'est le primaire, et l'autre côté est considéré comme le secondaire parce que c'est pas alimenté. L'enroulement secondaire n'est pas alimenté. L'enroulement secondaire sert à alimenter la charge, d'accord. Il n'y a pas de source de tension ni de courant ici, d'accord. Ou alors on branche la source de l'autre côté, d'accord. Voilà. Et la charge de ce côté. Dans ce cas-là, on considère ça ici là comme le primaire. Ah là, c'est secondaire, d'accord. Ça, c'est un montage typique d'un transformateur conventionnel classique. Cependant, ici, là, on a un transformateur qui est alimenté par deux sources de courant, de part et d'autre, du transfo. Là, c'est IS1, une source de courant. Là aussi, c'est une source de courant. Le rapport de transformation est 4 et 1. C'est-à-dire 4 de ce côté. 4 millispires, par exemple, et millispires de l'autre. On ne peut pas considérer ça comme le primaire. Et ça comme secondaire. Le fait que les deux sont alimentés. D'accord? S'il n'y a pas ça, on considère, s'il n'y a pas ça, il n'y a que ça comme charge. Alors là, dans ce cas-là, on dit, le primaire est alimenté par cette source. Et le secondaire, c'est ça, qui va assurer une tension aux bornes de R2 et un courant. D'accord? Là, c'est considéré et vu comme secondaire. Mais à présent, on a aussi cette source de courant. Donc, on ne sait pas lequel est primaire et secondaire, puisque les deux enroulements du transformateur conventionnel sont alimentés. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Donc, on va voir si celui-là est primaire ou secondaire. Ou alors, c'est celui-là qui est primaire ou secondaire. On n'en sait rien du tout. D'accord? Maintenant, on nous demande de déterminer tous les courants et tensions. Et on va bien voir c'est quoi le primaire, c'est quoi lequel est primaire, lequel est secondaire. D'accord? Bon. Là, on a une source de courant IS1 qui est donnée en valeur efficace. C'est un courant sinusoïdal, sous forme sinusoïdale, avec un déphasage de 90. Le deuxième, c'est idem. C'est en valeur efficace, avec un déphasage de 90 degrés. Autrement dit, les deux sources sont en phase. D'accord? La même phase, là, 90-90. La source de courant I1, IS1 et IS2 sont en phase. En plus, tu vois? On ne peut pas savoir si lequel est primaire ou secondaire. Maintenant, il faut déterminer tous les courants et les tensions ainsi que leur déphasage. D'accord? On y va. La première chose, heureusement, il n'y a pas de réactance. Mais ça ne change pas grand-chose. Je n'ai pas mis de réactance. Comme d'habitude, on ramène les deux sources de courant là au domaine fréquentiel. En ce moment, ils sont au domaine temporel parce qu'il y a la variable T. D'accord? Tandis que les résistants R1 et R2, qu'elles soient du domaine fréquentiel ou temporel, elles ont toujours les mêmes valeurs. Parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire, J. Il n'y a que la partie réelle. D'accord? Bon, on va convertir ça en IS1 et IS2 en domaine fréquentiel seulement. Il fait tellement chaud, 38 degrés. Ah là là, la chaleur. Bon, on y va,
on convertit déjà IS1 au domaine fréquentiel. IS1, pour l'instant, dans le domaine fréquentiel temporel, c'est ça. 14 sinus oméga T, oméga c'est 1 plus 90. D'accord? Non. Déjà, cosinus, on va convertir ça en cosinus. D'accord? Un petit rappel, cosinus alpha et sinus alpha est égal à cosinus (90). D'accord? C'est nos deux fameuses formules. Donc, on convertit ça, sinus, en cosinus. D'accord? Tout ça, c'est alpha. Sinus alpha est égal à cosinus. Sinus alpha, là, alpha c'est 1t plus 90 est égal à cosinus alpha, alpha c'est tout ça, moins 90. Ce qui fait cosinus de 1t plus 0. Ok, d'accord? Donc ici, c'est 1,414 cosinus de 1t plus 0 degré. D'accord? On va le efficace là. Nous, on a les ampères efficaces comme on va raisonner comme d'habitude en module et phase. Module, c'est les valeurs Marcy. L'amplitude Marcy. Donc, il faut multiplier par racine de 2. Racine de 2, 1,414 racine de 2. 1,414 racine de 2. Ça nous donne 2. OK? D'accord. 2. Soit 2 cosinus de 1t plus 0. En phaseur, ça donne IS. On enlève le IS1. Il n'y a pas de T, d'accord? Puisqu'on est en phaseur. On reprend l'amplitude, c'est 2, la phase c'est 0. On en perd, d'accord? C'est pas des efficaces. Idem pour l'autre. IS2 est dans le domaine temporel en ce moment-là. IS de T est égal à 0,707 sinus 1T plus 90, soit 0,707 cosinus, on convertit en cosinus, d'accord? Parce qu'un phaseur, c'est la partie réelle. La partie réelle, c'est un nombre complexe. Et la partie réelle, c'est cosinus. Et la partie imaginaire, c'est J sinus, d'accord? On fera un rappel de temps en temps, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Cosinus de 1t plus 0. D'accord? Et ça, c'est en efficace. On convertit ça on amène ça en amplitude, c'est-à-dire 0,07 fois racine de 2. 707 racine de 0,707 racine de 2. Ça, c'est 1. D'accord? Ça fait 1 cosinus de 1t plus 0. Soit en phaseur IS de T. Il n'y a pas de T, il n'y a pas de notion de temps dans le domaine fréquentiel, il n'y a pas de notion du temps, d'accord? 1 et 0 ampères. Voilà. C'est fini maintenant. Maintenant, on va travailler là-dessus. On ne va pas redessiner, ça prend trop de temps, d'accord? Comme d'habitude, on va supposer, on va mettre ça déjà.
dessus IS1 et IS2 ici, on va mettre le valeur du domaine fréquentiel. IS1 c'est 2, 0. IS1, 2 et 0. Ok, d'accord? IS2 c'est S2 est égal à 1, 0. Voilà, on est dans le domaine fréquentiel. Bon, 1 et 2, on met pas ici 12 et 10, sinon ça va surcharger le schéma. Maintenant, on va supposer un courant. Là, ça, il n'y a pas à supposer parce que le courant IS1 sort d'ici. Donc, IS1 va vers là. IS1. Je ne mets pas chapeau, d'accord? Après, on mettra dans les équations. Bon. Et après, I1, on va imaginer, on va supposer l'I1 qui va là-dedans. Il va descendre ici, là, pour parcourir la bobine. Donc, il rentre par le point de marquage. Le point de marquage, et donc, devient positif au point. D'accord? Et quand le point de marquage est positif, ici, là, instantanément, l'autre côté, c'est pareil. Plus aussi. On peut mettre ça ici, ou ça à l'intérieur, ou à l'extérieur de la bobine. Ça ne change rien du tout. Et puisque c'est un plus ici, là, le courant, c'est comme ici, il entre. D'accord? Il entre par le pôle plus. On appelle ça I2. I2. D'accord? I3, on va supposer un courant qui descend ici. I3, voilà. IS2, il sort d'ici, là. IS2, il sort ici, donc il va par là. IS2. Il nous reste I4. On va dessiner comme l'autre côté. On suppose que I4 descend. D'accord? I4. Vérification. On vérifie la cohérence. Un courant qui arrive, les deux qui en sortent. Donc, il n'y a pas de bouchon. Ici, c'est pareil. Un courant qui arrive, IS1 qui arrive, I1 et I3 qui en sortent. Et I1 et I3 reconstituent à ce niveau-là IS1. IS1 remonte en haut. C'est idem ici. IS2 qui arrive ici, au nœud, il y a deux courants qui en sortent. D'accord? Et les deux qui arrivent jusque-là, jusqu'au nœud, reconstituent IS2. Donc, tout est cohérent. Maintenant, il nous reste des tensions à flécher. Ben, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est VS1, aux bornes de la première bobine. Voilà, V1, je veux dire. Et là, c'est V2. Pour l'instant, on ne sait pas si primaire et secondaire, mais on l'appelle comme ça. D'accord? V2. Puisqu'il y a deux sources, on ne sait pas si ça c'est le primaire ou bien celui-là qui est primaire. D'accord? Comme on a signalé tout à l'heure. Il y a deux sources, on ne sait pas lequel est primaire, lequel sera considéré comme primaire. D'accord? Et lequel des deux sera vu comme secondaire. Mais on l'appelle comme ça pour l'instant. Il faut bien répertorier toutes les tensions et les courants. Maintenant, c'est VR1. C'est un récepteur VR1. Le sens de la flèche de tension est celui du courant s'oppose. VR1. N'oublie pas que VR1 se trouve au bord de R1. C'est la même tension que celle qui se trouve au bord de la source du courant. D'accord? VR1 se trouve ici, mais VR1 se trouve là aussi. D'accord? Ça et ça sont câblés en parallèle. D'accord? Et l'autre côté, on va l'appeler VR2, puisque c'est R2, VR2. Idem, VR2.
VR2, c'est la tension aux bornes de la résistance R2, mais aussi aux bornes de la source IS2. D'accord? Bon, c'est fini. Et le rapport de tension. Bon, le rapport, on ne sait pas, c'est 4, lequel est le primaire. On ne sait pas. Mais alors, on doit fixer. On va considérer ça comme primaire. D'accord? Et le reste, c'est comme la charge secondaire. On considère ainsi. D'accord? On suppose que ça soit ainsi. Parce que pour l'instant, il y a deux sources. On peut très bien supposer ici, primaire. Et le reste, c'est secondaire, l'autre côté. D'accord? Bon, maintenant, on fait comme d'habitude, même s'il y a deux sources, on considère que ici, c'est le primaire, là, c'est le secondaire. Et par conséquent, le rapport de tension, le rapport de transformation est N est égal au secondaire, d'accord? V2 sur V1, là. Comme d'habitude. D'accord? Bon, je vais effacer ici parce qu'on n'a plus besoin. On a déjà converti au domaine fréquentiel. Voilà. Bon, même s'il y a deux sources, on considère que ça, c'est le primaire. D'accord? Maintenant, on peut attaquer V2 sur V1. Puisqu'on a considéré ça comme primaire. D'accord? V1, c'est la tension au primaire. Et V2, c'est la tension au secondaire. Donc, V2 sur V1 est égal à plus ou moins N. Ça dépend. Les deux flèches de tension V1, V2, toutes deux pointent vers le point de marquage positif. D'accord? Donc, c'est plus N. Je m'éloigne. Donc, V2 est égal à N fois V1. D'accord? Et puisque là, c'est primaire, ça c'est le secondaire, c'est 1 sur 4 qui représente N. D'accord? C'est le secondaire sur le primaire. J'ai fait exprès de mettre ça, parce qu'il y a plusieurs façons de noter. Soit on met N, et puis 4, 1, soit 400 spires sur 100 spires, d'accord? Ou alors N est égal à 4.1. Tu trouveras toutes plusieurs formes. Ici, j'ai fait exprès de mettre ça pour que tu varies un peu les notations. Tu ne seras pas surpris de voir tout ça un jour. Voilà. Donc, N est égal à 1 sur 4, puisqu'on a considéré ça comme primaire, d'accord? 1 sur 4 fois V1. D'accord? V2 est donc égal à 0,25 V1. C'est notre première équation. Deuxième équation, on part du rapport aussi, mais cette fois-ci c'est I1 sur I2. Le fait qu'on a considéré ça comme primaire. Et donc I1 sur I2, celui-là sur celui-là, est égal à moins N. Si les deux courants I1 et I2, tous deux entrent dans le point de marquage, dans les pôles positifs. Ou encore, tous deux sortent en même temps du point de marquage. D'accord? Dans le cas présent, tous les deux, là, I1 et I2 entrent dans le point de marquage. On a moins N. D'accord? Moins. OK. I2 est donc égal à I1 sur moins N. Tu peux très bien mettre ici un chapeau, ici un chapeau, d'accord? Ça fait combien ça? I1 sur moins 4, moins 1 sur 4. D'accord? Donc, I2 est égal à moins 4 I1. D'accord? Je ne fais pas de bêtises. Notre deuxième
équation. Même s'il y a deux sources de, tension, de courant, ça n'a pas d'importance. On procède comme d'habitude. On va appliquer pour la première maille. Là. On va appliquer la loi des mailles pour ça, sur ce parcours-là. On part d'ici, là. On remonte vers 1, c'est dans le sens de la flèche, c'est plus vers 1. Et après, on revient au point de départ en parcourant cette branche-là, en descendant dans le sens opposé de la flèche de V1, la flèche de tension V1. Donc, c'est moins V1. On retombe sur le point de départ, c'est-à-dire ça forme une maille, une résultante vectorielle nulle. Loi des mailles entraîne V11 plus V11, d'accord? Ici, moins V1 est nul. V1, c'est 1 fois I3. Moins V1. V1, c'est inconnu jusqu'à présent. D'accord? R1, c'est 10. D'accord? I3. Moins V1. V1, c'est inconnu. Voilà notre troisième équation. On va mettre 2 primes, disons. On va mettre 2 primes. Voilà. Ça, à ce niveau-là, il y a un nœud. On va exploiter la loi des nœuds. IS1, là. IS1 est égal à I1 plus I3. On continue, là. I3 est égal à IS1 moins I1. Donc, I3 est égal à IS1, c'est 2. D'accord? Moins I1. On va baptiser ça 3. Ou I1 plus I3. I1 plus I3 est égal à 2. D'accord? 4. On répertorie tout. Comme ça, on s'en sert après. Deux primes, on parle de 2 primes maintenant pour remplacer tout ça dedans. 2 primes A nous donne 10 et 3 moins V1 est égal à 0. D'accord? On reprend ici. Maintenant, on injecte I3 dedans. 10 fois I3, c'est 2. 0. D'accord? Moins I1. Nous sommes moins V1. 0, soit 20 et moins 10. 20 et moins 10. 20, 0, là. Mais j'ai mis 20 seulement. D'accord? C'est pareil au même. 20 moins 10 et 1 moins V1 est égal à 0. Voilà. Ou 10 et 1 plus V1 est égal à 20. Voilà. Ça, c'est notre cinquième.
On ne sait pas si on va les tous utiliser, mais il vaut mieux les répertorier tout. Maintenant, on peut exploiter cette maille-là. On part ici, on monte là et on revient au point de départ. Plus VA2 dans le sens de la flèche et dans le sens opposé, c'est moins V2 est égal à 0. D'accord? Soit VA2, on monte, on descend, moins V2 est égal à 0. Or, VA2, c'est R2 fois VR2, R2 fois I4. Moins V2 est égal à 0. R2, c'est combien? R2, c'est 12. 12 I4 moins V2 est égal à 0. D'accord? On peut injecter I4 et I4 est égal à I4 plus ça est égal à ça. D'accord? Et V2, on injecte V2 dedans. D'accord? Pour trouver V1. On va faire comme ça. Déjà, on remplace V2 par son expression 1. 1 nous donne 12. On reprend ici, là, I4 moins V2. V2, c'est là. 0 va sans V1. V1, donc ça s'annule. D'accord? On va appeler ça 5'. D'accord? On va ici, là, ce nœud-là. I2 plus I4 est égal à IS2. I2 plus I4 est égal à IS2. D'accord? I4 est égal à IS2 moins I2. D'accord? J'espère que tu vois toujours. Oh, il y a encore de la place. Ça va faire I4 est égal à IS2, c'est 1, 0. Ou 1. Moins I2.